Bonjour Christian Durieux, bonjour. Bonjour Paulo. Bienvenue sur Hero Comics. C'est un plaisir de vous accueillir sur notre chaîne brésilienne dédiée à la BD franco-belge. Je voulais vous féliciter pour Pacific Palace, le tome 17 de la série Les Spirou D, qui était l'un des Spirou les plus différents que nous ayons jamais vus à tout point de vue. Dessiné avec un trait incroyablement délicat. Oui, c'est un trait assez clair, assez doux. Oui, c'est comme ça. Et nous voulions, si possible, que vous résumiez vous-même cette belle bande dessinée pour le lecteur qui nous regarde maintenant, surtout le lecteur brésilien. Alors, c'est une histoire qui va se passer à l'intérieur d'un palace. On reste en huis clos pendant 3 jours et 3 nuits. Le palace a été vidé de tous ses occupants, à part quelques personnages qui doivent s'occuper des chambres, de la cuisine, etc. Parce que vient se réfugier dans ce palace un dictateur qui s'appelle Iliex Corda et qui a été chassé de son pays par la Révolution. Alors, il est venu s'installer dans ce palace en France parce qu'il y a eu des liens jadis entre lui et la France et entre lui et ce palace. La France est bien embêtée d'accueillir ce dictateur dans son pays et ne sait pas quoi en faire parce que la France étant le pays des droits de l'homme, ça n'est pas très convenable d'accueillir chez soi un dictateur, un tyran, mais ce tyran, il a quand même eu des liens avec la France, des liens troubles, et donc on ne peut pas non plus le renvoyer comme ça parce que sinon il révélerait des choses pas très jolies. Donc que faire de ce tyran? Peut-on l'accueillir ou pas? Comment trouver une solution pour sauver les apparences? Et ce tyran est accompagné de sa femme et de sa fille, deux des personnages qui occupent l'hôtel et vont devoir s'occuper du tyran sont Spirou, puisqu'il est groom dans l'hôtel, ce qui est son métier d'origine, et Fantasio, dont on va voir dès la 2e page que lui aussi est groom. Donc voilà, les deux grooms sont présents dans l'hôtel, assistent aux événements entre le ministre français qui vient rencontrer Corda en secret pour trouver une solution, et tous les deux vont bien sûr tomber amoureux de la très jolie jeune fille qui est la fille du tyran, voilà, qui s'appelle Elena. Donc, Christian, on parle d'une histoire que vous avez écrite il y a 25 ans. Avez-vous vraiment pensé à Spirou lorsque vous avez écrit ces récits ou s'agit-il justement d'une coïncidence? Oui, on pourrait appeler ça une espèce d'accident heureux. Parce que, en fait, quand j'ai écrit cette histoire, c'est une histoire dont j'avais eu l'idée. Le personnage ne s'appelait pas du tout Spirou, il s'appelait Antoine, parce que c'était un hommage, une allusion à un de mes cinéastes préférés, François Truffaut, dont un des personnages principaux est Antoine Doinel. Et donc, ce personnage s'appelait Antoine. L'histoire s'appelait déjà Pacific Palace. On était en 1993. Et simplement, pendant des années, donc c'était un peu la même histoire. Le garçon tombait amoureux de la fille du dictateur. Et pendant des années, j'ai essayé de dessiner cette histoire et je ne sais pas pourquoi je n'y arrivais pas. Je tenais à cette histoire, je voulais la faire, mais je n'arrivais pas à la dessiner. Et un jour, je me suis dit, mais un garçon qui travaille dans un hôtel, ça pourrait être un groom. Et un groom égale Spirou, donc j'ai transformé l'histoire en fonction de Spirou. Et là, tout s'est débloqué. Mais ça ne s'est pas débloqué simplement parce que Antoine devenait Spirou, ça s'est débloqué aussi, surtout, grâce à l'idée de faire de Fantasio aussi un groom. Parce que je me suis rendu compte que ça a donné plus d'épaisseur à l'histoire. Fantasio devenait comme une espèce de miroir inversé de Spirou et il donnait une autre dimension à l'histoire. Si bien que, à la fin de l'histoire, je ne vais pas dévoiler la fin du récit, mais à la fin de l'histoire, Spirou et Fantasio assistent tous les deux à une même scène importante, à la scène la plus importante du livre, et tous les deux, ils ont une vision différente de ce qui se passe. L'un va connaître la vérité et pas l'autre. Et donc, ça donne une histoire qui est plus complexe, qui m'a semblé plus intéressante que si c'était juste un garçon amoureux de la fille du dictateur. C'est pour ça que je l'ai réécrit en fonction de Spirou et que là, j'ai vraiment pris un bonheur fou à le faire comme ça.
merci beaucoup. Donc, ce texte dictateur de Pacific Palace, est-il inspiré par quelqu'un en particulier ou est-il un mélange de quelques dirigeants sinistres qui ont existé et existent toujours dans notre monde? Alors, physiquement, j'ai pas mal pensé à Ceausescu, mais ça pourrait être aussi un peu Brejnev à l'époque. Il faut dire donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit l'histoire en 1993. On est 4 ans après la chute du mur de Berlin. On est au moment où le bloc soviétique éclate et on est peu de temps après aussi effectivement la fin des Ceausescu. Donc j'avais en tête l'histoire de Ceausescu, mais j'avais aussi en tête un autre personnage, ce qu'on appelait Bébé Doc, le président Duvalier qui était président de Haïti et il avait été chassé aussi par la révolution de son pays. Et si je me souviens bien, les Américains devaient l'accueillir sur leur territoire. L'avion de Bébé Doc a fait un transit à Paris et quand il a atterri à Paris, il a appris que les Américains ne voulaient plus de lui. Donc, il a finalement été accueilli par la France et il a vécu notamment quelques années au bord du lac d'Annecy. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'installer un palace qui soit au bord d'un lac, entre la montagne et le lac, et que le président Corda se réfugie là. Voilà. Et pouvez-nous parler un peu d'Elena, cette belle femme absolument magnifique et mystérieuse, fille de l'ex-dictateur Ilie Skorda, mais qui a une personnalité complètement différente de son père? Je n'y ai pas pensé tout de suite quand j'ai inventé le personnage d'Elena, mais je me suis rendu compte que m'est revenu en mémoire la lecture d'un livre que j'avais fait, que j'avais feuilleté il y a des années, et qui était un livre consacré aux enfants des grands dirigeants du Troisième Reich. Qu'est-ce qu'étaient devenus ces enfants psychologiquement, humainement dans la vie après la guerre? Et j'ai pensé à cette jeune fille en ces termes-là, c'est-à-dire cette jeune femme est la fille d'un dictateur. Quand elle est petite, bien sûr, elle ne se rend pas compte, elle ne voit que la grandeur de son père, le fait que le père est admiré par la foule, mais petit à petit, sa conscience d'adolescent se réveille et elle se rend compte de qui est son père. Et du coup, ça en fait un personnage pour moi attachant, qui m'a beaucoup plus intéressé, auquel j'ai aimé m'attacher, c'est parce que elle est obligée de suivre ses parents dans les conditions qui sont celles de la fuite du pays, et en même temps, finalement, elle est la seule dans cette nouvelle vie qui ose dire à son père qu'il est un monstre. Mais elle est dans cette vie compliquée de devoir vivre avec son père tout en lui disant qu'il est un monstre. Donc ça en fait un personnage finalement plus complexe que simplement une jeune femme qui aurait suivi aveuglément ses parents ou au contraire se serait enfuie. Elle est prise dans cette contradiction d'être obligée de vivre avec un monstre, avec celui qu'elle sait être un monstre et qui en plus est son père. Voilà. Et je me suis amusé à des petites choses aussi, du coup, pour marquer sa différence et en même temps son appartenance à sa famille. C'est un petit détail, mais il y a une page dans laquelle Spirou et Fantasio disent « c'est quand même drôle, comme une fille peut avoir les mêmes yeux, la même couleur des yeux que sa mère, mais la mère est un monstre et la fille est un ange. » Et donc, ça montre un peu, pour moi, la contradiction d'Elena, c'est que même ses yeux montrent qu'elle est la fille de ses parents, mais en même temps, elle est complètement différente d'eux. Et que peut-on dire de plus sur les yeux verts d'Elena? La couleur des yeux, c'est un hasard. Une des premières scènes que j'ai dessinées de l'histoire, c'est la scène de la piscine qui est au milieu du livre. J'avais en tête cette scène-là et j'avais très envie de la dessiner et je l'ai dessinée avant qu'on ne voie l'arrivée de la jeune femme dans l'hôtel. Et quand j'ai dessiné cette scène-là, j'ai mis un bleu tellement vif dans la piscine, tellement que je me suis posé la question, mais quelle couleur je vais mettre aux yeux de la jeune femme, d'Elena? Et donc, j'ai décidé de mettre un vert qui soit bien vif. Voilà, c'est un hasard. Merci encore une fois. Peut-on dire qu'il y a une présence discrète de Tintin dans Pacific Palace? Il y a par exemple une similitude à l'écriture entre Karaboudjan, le navire du crabe aux pinces d'or, et Karajan, le pays dont le président Ilie Skorda a été destitué.
Ah oui, non. Ah, c'est drôle que vous disiez ça. On fait souvent la comparaison entre mon Spirou et Tintin pour d'autres raisons. Un ami libraire m'avait dit, c'est drôle parce qu'avec ce Spirou, tu fais tes bijoux de la Castafiore. Il faisait allusion au fait que l'histoire se passe dans un lieu fermé, un peu comme les bijoux de la Castafiore se passent uniquement dans le château de Moulinsart, au lieu des autres aventures de Tintin, où Tintin est partout dans le monde. C'est pareil pour ce Spirou. Dans les Spirous traditionnels, Spirou court à gauche, à droite, va dans le monde ou autour de chez lui, mais en tout cas bouge dans l'aventure. Et ici, on est dans un lieu clos. On m'a comparé aussi ce Spirou à du Tintin parce que c'est vrai que j'ai un dessin qui est un peu plus ligne claire que la tradition des Spirous. Le grand dessinateur de Spirou, qui était Franquin, avait un dessin très nerveux, alors que moi, j'ai un dessin qui est plus épuré dans la lignée de Hergé. Par contre, Karajan, en fait, ça vient du chef d'orchestre. J'ai pensé au chef d'orchestre pour une première raison, à cause de la sonorité que j'aimais bien. Et puis, je me suis rendu compte que Karajan avait eu une attitude pas très nette avec le Troisième Reich. Et donc, voilà, je me disais que ça avait du sens. Voilà. L'amour et la politique. Quelle a été la recette pour garder cette formule équilibrée dans cette BD Pacific Palace? Ah, c'est gentil. C'est gentil de dire que la formule est équilibrée. En tout cas, la formule à laquelle je travaillais, je n'étais pas obsédé par l'équilibre entre la romance et la politique, mais j'étais surtout attentif au rythme parce que comme j'avais décidé de faire un huis clos, ça me semblait important de vraiment travailler le rythme. Comme on est tout le temps dans les mêmes pièces, dans les couloirs d'un hôtel, etc., il fallait des passages où on sente le mystère, des passages où l'action se développe un peu plus, des passages au contraire du temps qui passe. Et c'est surtout à ça que j'étais attentif. Par contre, à un moment, je me suis rendu compte que le rythme pouvait être un petit peu ennuyeux si on restait tout le temps dans des couloirs avec des portes, des choses comme ça, si on ne sortait pas de l'hôtel. Et donc, j'ai un peu cassé cette sensation de se promener dans les couloirs par la scène de la piscine. Et comme la scène de la piscine est la scène centrale d'amour, en quelque sorte, elle a pris une grande importance et elle a développé d'autres séquences amoureuses. Et on remarque dans cette BD une prédominance de certaines couleurs comme le jaune et le bleu. Comment ces couleurs s'alternent-elles dans cette histoire? Ben pour moi, il y a trois. Je me suis rendu compte après, hein, en y travaillant, ça n'était pas une réflexion tout le temps, mais enfin, je me suis rendu compte en cours de processus que dans un sens, il y a trois types de couleurs. Les premières couleurs que je voulais sont des couleurs assez douces, un peu orangées, qui sont pour moi, comment dire, je voulais que ce soit des couleurs qui évoquent le côté très doux quand vous savez la sensation qu'on a quand on marche sur un tapis plein dans les couloirs d'un hôtel et il y a toutes les portes fermées autour et on devine qu'il y a des gens derrière les portes et je voulais une couleur qui évoque un peu ce son un petit peu assourdi des hôtels. À côté de ça, j'ai voulu le bleu foncé qui était le bleu de la nuit et du mystère, et le bleu de la piscine, qui est un moment plus éclatant, plus enveloppant. Je voulais qu'on sente le côté aquatique de cette scène-là. Et enfin, pour la dernière partie, je m'étais posé la question, je voulais que la toute dernière scène évoque un peu la fin du monde. Les choses s'écroulent. Déjà, pendant tout le livre, on est un petit peu hors du temps, hors du monde. Et là, je voulais qu'on ait une sensation qu'on est à la fin des temps, à la fin du monde, que tout s'écroule. Et je me suis dit, mais quelle couleur pourrait avoir le ciel pendant la fin du monde? J'ai cherché, j'ai tâtonné, j'ai essayé des rouges, j'ai essayé des bleus bizarres. Et puis finalement, j'ai choisi cette teinte vert-jaune un peu étrange qu'il y a dans le ciel et qui évoque pour moi la menace de l'écroulement du monde. Quoi. Voilà. Et pour finir, de tous les dessinateurs d'Espirou, vous avez déjà parlé de Franquin, de tous les dessinateurs d'Espirou jusqu'à nos jours, quel est votre préféré et pourquoi? Alors, je vais avoir du mal à répondre à la question pour une simple raison. En général, hein, ce qui m'intéresse dans une bande dessinée, ce n'est pas tant la question du dessinateur que
l'ensemble, j'allais dire, de l'œuvre, dessin plus histoire, plus scénario. Et Franquin est sans doute le plus grand dessinateur de Spirou, mais c'est un des plus grands dessinateurs de tous les temps. Par contre, j'avoue qu'à part quelques albums que j'aime beaucoup, comme QRN sur Bretzelburg ou les albums avec Zorglub, etc., les scénarios m'intéressaient un petit peu moins. J'aimais beaucoup l'humour, il y a des inventions formidables, mais j'allais dire toute l'histoire elle-même, enfin la densité de l'histoire, je ne m'y retrouvais pas tout à fait. Par contre, un qui est un très bon dessinateur et qui a raconté une histoire magnifique, c'est Émile Bravo avec Le Journal d'un ingénu. Ça, je trouve que c'est un livre, dessin, mise en scène et histoire qui touche à beaucoup de choses et c'est un très très beau livre. Ouais. Oui, c'est parfait. Et on a déjà interviewé ces dessinateurs-là, Émile Bravo, pendant l'édition 2020 d'Angoulême. Nous étions là-bas. D'accord, très bien. Il fait beaucoup moins chaud que chez vous. Il fait beaucoup moins chaud qu'à Copacabana. Ah oui, d'accord. Donc, merci beaucoup, Christian Durieux, de nous avoir accordé cette belle interview. Eurocomics est la seule chaîne au Brésil dédiée à la BD franco-belge. Revenez vite sur Eurocomics. Ah oui, très volontiers. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup pour cet entretien. Ça me fait très plaisir. Ciao. Oui, très bien. Ciao. Ciao. Abraço. Merci à tous. Rendez-vous dans les prochains épisodes d'Eurocomics.